Et voilà, c'est parti. Ce webinaire se lance. Donc déjà, on a pas mal de monde qui sont déjà connectés. Donc bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire organisé donc, par le CPA sur donc, comment préparer sereinement son budget média 2022 dans un environnement extrêmement mouvant et complexe. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. On va attendre quelques secondes. Vous connaissez hein, le principe des webinars. On a bien sûr cet onglet sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez intervenir, donc n'hésitez surtout pas. Hein, on aura pas mal de temps d'échange. Du coup, bah, écoutez, moi je suis Alexandre Jean Petit, donc je suis directeur marketing chez OnVoice, qui est membre du CPA, et donc je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec plusieurs invités qui vont venir tout au long de cette matinée. Pour ceux qui connaissent pas encore le CPA, donc en fait c'est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 80 adhérents du marketing digital, donc sur la tech, le martech, etc. Ces professionnels en fait représentent les canaux d'acquisition digitale et les technologies permettant en fait aux annonceurs de mettre en œuvre et piloter leur stratégie d'acquisition de nouveaux clients en toute qualité et en transparence. C'est un collectif en fait qui produit beaucoup de contenu. Donc si vous connaissez pas encore, sachez que sur le site du CPA, vous avez beaucoup de contenu intéressant pour vous sur plein de sujets qui vous concernent. Par exemple, à ce regroupement de plusieurs personnes qui vont intervenir ce matin, on a participé, par exemple, pour début d'année, sur un livre blanc sur la fin des cookies tiers. On a ce webinaire ce matin. Voilà, donc régulièrement, il y a des ressources qui sont produites donc, par tous les experts et tous les membres du CPA. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qui est produit et à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est sûr que vous aurez des choses à prendre et à apprendre. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui vous touche tous, évidemment. J'ai posé la question la semaine dernière sur mon LinkedIn et tout le monde est actuellement en train de préparer son plan média 2022 ou va s'y mettre dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, c'est vraiment le très, très bon moment pour vous d'assister à ce webinaire parce qu'on ne va pas le nier. Hein, clairement, en 2021, ça a marqué un vrai tournant dans le monde de la publicité digitale. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On va d'ailleurs y revenir juste après avec Mickaël notamment qui va nous présenter un petit peu tous les changements et ce qui s'est passé durant l'année. Et donc, forcément, dans ce contexte qui est un peu complexe, qui est un peu mouvant, qui change, on peut penser que préparer son plan média pour 2022 est une source de stress, d'interrogation pour vous. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce webinaire. On l'a vraiment imaginé et conçu pour vous donner en fait toutes les clés de la réussite en fait de ce nouveau plan média sur lequel vous allez travailler. L'idée, c'est qu'ensemble, on va essayer donc de décrypter tout le contexte actuel. On va essayer de vous offrir en fait des conseils, des solutions pour pouvoir performer notamment sur 4 grands leviers qu'on a choisis. Il y en a d'autres bien sûr, mais il y en a 4 importants. Donc c'est le search, le social, le display et l'affiliation qui sont des leviers que vous avez forcément activés dans votre plan média et que vous allez activer en 2022. Et voilà. Et donc l'idée vraiment c'est ça, c'est le CPA est là pour vous accompagner, notamment donc dans cette préparation. Donc c'est pour ça que ce matin en fait j'ai réuni autour de moi donc 6 experts qui vont intervenir en fait et qu'on va accueillir durant cette matinée. Donc il y aura du coup moi je me suis présenté. Il y aura Stéphane Gendrel, donc le CEO d'Adloop. Il y aura Alban Pelletier, le CEO d'OnVoice. Mickaël Froment, donc le CEO de Commanders Act. Il y aura également Christophe Bosquet, donc qui est le cofondateur d'Affinity. Paul Blanc, qui est le VP Sales de Rakuten Advertising, et Thibault Leveillard, donc qui est directeur associé chez Wizali. Au programme, 2 parties. Une première sur laquelle on va s'appuyer donc sur le contexte publicitaire, donc les différents impacts en cours sur tous les sujets du moment. Et une deuxième partie, donc vraiment sur les 4 grands leviers et quels sont les impacts, les enjeux et les solutions pour vous aider et vous accompagner. Donc comme je le disais en introduction, n'hésitez surtout pas à utiliser les onglets questions, le chat. À la fin, on aura un temps de questions-réponses et je serai là du coup pour poser toutes les questions que vous avez à nos différents intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès maintenant, 10h05. On a plus de 40 personnes qui sont en train de nous suivre. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Ça n'arrête pas de continuer, donc d'évoluer là sur les dernières secondes. Donc, c'est parfait. On va pouvoir y aller. J'espère que vous êtes confortablement assis. Et on va donc se lancer avec mon premier invité, donc Mickaël Froment, donc, qui est le CEO de Commanders Act. Salut Mickaël. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Tu vas bien Mickaël? Bien, très bien. Allez, on démarre. Bon,
Super, allez, vas-y. Donc tu es là, donc toi, pour parler du contexte que je qualifiais dans mon Exactement, introduction de particulièrement mouvant. C'est quelque chose que j'imagine que tu me confirmes. exactement. Et je voudrais commencer par partager une impression. On a tous pris quelques semaines de vacances, quelques jours pour les moins chanceux cet été. Ça permet de déconnecter et ça fait beaucoup de bien. Et en rentrant de vacances, quand j'ai réouvert mes dossiers, nos dossiers marchés, il m'est venu cette impression qu'on vivait une période un peu exceptionnelle. Allez, l'activité digitale telle que nous, on la pratique tous au quotidien, elle a 25 ans à peu près. On avait un peu l'impression voilà, qu'on était en train de passer un stade nouveau dans cette histoire du web. Et l'analogie qui m'est venue, c'était l'idée, cette impression d'un film qui cumulerait toutes ces têtes d'affiche, euh, tous ces héros. Alors, bon, certains comprendront par certains de ces héros que je ne suis pas un millénial, si ça ne se voyait pas. Pour enfoncer le clou, j'ai rajouté Barba Papa pour que ce soit encore moins crédible et que la probabilité qu'un tel film apparaisse un jour sur nos écrans soit quand même limitée. Euh, mais j'avais cette impression-là qu'on vivait vraiment une période exceptionnelle. Et la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui était moins probable qu'est-ce qui est moins probable qu'un film avec tous ces héros cumulés sur une même tête d'affiche? Quel producteur prendrait ce risque-là? Qui serait assez fou pour imaginer ça? Et évidemment, l'analogie et la réponse étaient relativement simples. C'était la situation de notre marché aujourd'hui. Situation de notre marché aujourd'hui, parce que en prenant un peu de recul grâce à ces fameuses vacances, j'ai quand même trouvé qu'il y avait énormément de facteurs qui rentraient en scène en ce moment. Alors certains qu'on connaît depuis longtemps, je passe sur le Covid, qui est le contexte général, mais je voudrais reprendre certaines autres dimensions. Premier sujet, alors évidemment, ça nous touche plus ou moins fortement à date. Certains vont prendre de l'ampleur, d'autres auront une portée limitée sur notre environnement direct. La géopolitique qui s'invite dans le monde digital. Alors la géopolitique, c'est les tensions entre les États-Unis et l'Europe autour des GAFA, c'est l'interdiction pour les sociétés chinoises d'utiliser des solutions américaines, c'est les problèmes qui sont faits à Huawei sur le sol européen. Voilà, en tout cas, c'est une première couleur, entre guillemets, qui s'invite dans le paysage digital. Deuxième sujet que tout le monde a vu passer, bien sûr, c'est la réglementation sur la protection des données personnelles. Et puis, de façon générale, l'extension des régulations sur les données personnelles. Il y a eu le GDPR qui venait pas uniquement d'Europe, qui avait des racines asiatiques, mais qui s'est développé, et puis le CCPA en Allemagne, et puis, etc. Donc, tout pays va se doter d'une régulation sur ces sujets-là, sans doute parce que le digital a pris trop d'ampleur, ou tellement d'ampleur en tout cas, qu'il est arrivé à un stade de maturité et que la régulation s'intéresse désormais à lui. Troisième sujet de fond, la pression générale qui va se faire sur la consommation d'énergie des data centers et la notion d'éco-responsabilité dans l'univers digital. Même chose, on pouvait considérer que c'est un sujet relativement éloigné de nos préoccupations quotidiennes, mais ce sujet finira à un moment ou un autre par peser dans la balance. Et on voit déjà certains clients demander à des solutions de fournir leur empreinte carbone, ce qui est quelque chose qu'on aurait pu imaginer comme beaucoup plus lointain. Le choc des titans, Facebook, Google, Apple, pour ne citer que, parce que c'est essentiellement autour d'eux que ça se passe aujourd'hui, mais c'est la bataille que se livrent ces trois grands acteurs et les dommages collatéraux qu'ils peuvent provoquer autour de leurs décisions. L'entrée en guerre des navigateurs contre les cookies, ça c'est sans doute, on se rapproche des sujets qui vont nous toucher davantage, mais c'est un sujet qui est quand même relativement nouveau, avec deux conséquences. La fin probable des cookies third party, donc repoussée à fin 2023 par Google, mais qui devait arriver un tout petit peu plus tôt. Et puis les limitations imposées aux cookies first party, qui aurait pu sembler un sujet relativement légitime et protégé, entre guillemets, l'ensemble de ces mouvements, mais qui est aussi concerné. Et puis la dernière dimension clé, au moment où les cookies ont été annoncés comme une cible, ont été décrits comme une cible, on s'est dit que l'email restait sacré et qu'on pourrait à minima compter sur l'email. Bon, vraisemblablement, c'est aussi un sujet qui va bouger. Donc tout ça, voilà, pour décrire rapidement ce contexte qui bouge énormément, la richesse et la quantité de sujets complexes qui s'invitent dans le paysage, et forcément, comme conséquence de votre côté, investir en 2022-2023 ne pourra pas se faire ni comme on le faisait avant la crise Covid, ni pendant la crise Covid. Donc il va falloir réimaginer un certain nombre de choses.
Et c'est ça qui est intéressant. Donc Du l'univers coup, digital c'est ça, s'accélère. c'est quoi les conséquences du coup, Mickaël, là, pour les annonceurs? Et les conséquences, 4 conséquences: identifier, collecter, mesurer, évaluer et décider. Donc identifier, pourquoi? Parce que l'identifiant est le trait d'union entre des sources de données. Et souvent, dans notre univers, on a besoin de rapprocher des sources de données. Donc des conséquences pour les stratégies PRM, CRM, les enjeux de personnalisation, d'expérience client qui peuvent être perturbés. La collecte, parce que pendant très longtemps, on a utilisé l'expression active data. C'était une des richesses de l'entreprise. Or, on se rend compte avec le RGPD que la donnée n'appartient plus à la marque, elle appartient au client. Et donc, il faut obtenir l'autorisation de la collecter et de la constituer. La mesure et l'évaluation, parce qu'on est dans un sujet, et vous allez le voir avec les experts du CPA ensuite, on est sur un sujet de performance de campagne, donc la question du tiers de confiance, de la transparence, que ce soit des petits ou des grands, entre guillemets, le sujet de l'erreur dans le reporting, de données de plus ou moins bonne qualité existe. Je vous renvoie à la presse, il y a plein d'articles sur ces sujets-là. Et puis enfin, le web, c'était l'univers de la donnée, c'était l'univers de l'aide à la décision. C'était un des endroits où il y avait le plus de données pour prendre des décisions. Et finalement, décider, ça va devenir aussi sans doute un petit peu plus complexe. Donc, comment on optimise et comment on achète son média. Voilà. Donc, ces 4 grandes conséquences que vous allez retrouver en fil rouge au travers des interventions de nos experts du CPA. Mais voilà un peu le portrait que je voulais brosser au départ pour fournir le contexte. Ah, c'est hyper intéressant, merci Mickaël. Du coup, en fait, ce qui nous semblait intéressant, c'est de voir un petit peu, donc comme le disait Mickaël, qu'est-ce que ça donne en fait sur les 4 grands piliers d'investissement média, et de commencer du coup par le search. Donc, je voulais accueillir Stéphane Gendrel, donc qui est le CEO d'Adloop, qui va nous parler du coup des conséquences et des solutions du coup pour ce pilier ô combien essentiel pour tout le monde. Salut Stéphane. Salut Alexandre, bonjour à tous. Tu vas bien? Bah écoute, super, super. Bon, parfait. Stéphane, donc du coup, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir justement sur le search par rapport à tout ce que vient de nous dire Mickaël? Tout à fait. Donc, en effet, il m'incombe de parler du search qui est bon encore le principal canal de dépense de la plupart des marques, hein, même si le social, le display rattrape et grignote un peu la part de marché du search. Mais néanmoins, c'est, on va dire, un des enjeux principaux de ces changements. Et c'est probablement, on va dire, un des moins affectés par les différents sujets dont Mickaël a parlé. Bon, je ne parlerai pas de l'impact serveur parce que là, ce serait probablement différent, mais en tout cas, sur l'aspect tracking, audience et autres, il est probablement, enfin, l'effet, on va dire, walled garden de Google en particulier et Bing en second rang, joue à plein et permet en fait qu'il soit un petit peu moins affecté. Alors pour être relativement concret sur qu'est-ce qui va affecter le search là dans les, enfin d'ores et déjà hein, Oui, c'est aujourd'hui. dès maintenant, oui, c'est ça. Oui, oui, dès maintenant et dans les mois à venir. Bon, alors on a fait des catégories que vous allez retrouver pour tous les Mm. sujets derrière, hein. On a essayé d'être un peu standardisé cette présentation. Voilà. Donc bon, pour la constitution des audiences, on va dire que le search est quand même quasiment totalement épargné, enfin en tout cas il n'y a pas de changement avec ces nouvelles, on va dire restrictions liées au consentement au RGPD et autres, tout simplement parce que ça fonctionne en circuit fermé, hein, les utilisateurs qui utilisent des services de Google sont identifiés par Google avec leur propre technologie. Google sait ce que recherchent les utilisateurs, font les comptages et arrive tout à fait à cibler et à mettre les utilisateurs dans des bassins d'audience. Donc, je dirais de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Bon, en plus, le search, c'est quand même le royaume de l'audience contextuelle, hein, puisqu'on fait une recherche et les gens achètent des mots-clés. Du coup, il n'y a pas tellement, enfin, c'est pas tellement affecté. Voilà. Après, pour tout ce qui est consentement, bah, le search fonctionne avec des cookies tiers, des cookies, pardon, first party. Donc évidemment, les effets consentement, donc RGPD, CNIL, e-privacy, bah, vont jouer à plein. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un refuse tous ces cookies, eh bien, le search ne pourra plus suivre l'utilisateur une fois qu'il aura quitté
l'univers Google. Voilà, donc ça, on va dire que c'est affecté à plein. Pour tout ce qui est app, bon, c'est la même chose. Hein, le search est affecté à partir du moment où les utilisateurs ne consentent pas. Après, ce qu'on peut dire, c'est que en dehors des campagnes d'app install qui sont pas la majorité, loin de là, des dépenses en search, le search est quand même très très appless. Hein. Les mots-clés sont diffusés sur le moteur de recherche Google. C'est très rare qu'on ait une app Google dans son téléphone ou sur ses devices. Voilà, donc je dirais ça va être c'est affecté quand c'est le cas, mais en fait en nombre. Enfin, quand on utilise des apps, mais dans le nombre, c'est très petit. Et pour les cookies, bah, ça dépend. C'est-à-dire que si on a installé une nouvelle balise de suivi de conversion de Google, on est en first party cookie et donc il n'y a pas de problème. En revanche, si on a les anciennes balises, on est en cookie tiers. Et là, c'est affecté par la restriction cookie tiers. Voilà. Et pour ce qui est adblocker, bon, bah, là, étant sur l'univers Google, les adblockers ne bloque pas les annonceurs. Les mots-clés. Du coup, c'est quoi les impacts pour les annonceurs? Alors les impacts, donc j'ai essayé de faire, de classifier les impacts, enfin en fait surtout sur qu'est-ce qu'on va pouvoir lire. Si on est dans l'idée de se dire comment un marketeur va piloter ses campagnes search dans ce contexte mouvant, j'ai essayé de classer en fait les indicateurs ou les audiences et autres features dont on a besoin en fonction du taux de reconnaissance de l'utilisateur. Hein. C'est-à-dire que quand c'est le plus à gauche, on est proche des choses qui ne changent pas, du coup c'est pas affecté. Et quand on est très à droite, là on se prend l'impact cumulé consentement et cookie tiers, et là c'est vraiment très affecté. Donc c'est là où vraiment on peut avoir des mesures ou des indicateurs qui sont beaucoup moins fiables qu'avant. Donc qu'est-ce qui n'est pas affecté? Alors tous les KPI de diffusion que vous voyez dans Google Ads ou Bing Ads, donc les impressions, les clics, les dépenses, les taux de clics, les parts de voix et ainsi de suite, tout ça c'est de l'interne plateforme, c'est vraiment des compteurs, hein. On regarde le nombre de fois où votre annonce est apparue, où elle a été cliquée, le montant dépensé, donc ça évidemment c'est pas du tout affecté, voilà. Et comme je disais, les audiences natives de Google ne sont pas affectées non plus puisque tout ça fonctionne en circuit fermé. Alors, ce qui va être affecté par le taux de consentement, donc suivant le taux de consentement, c'est un peu affecté ou beaucoup affecté. Hein, donc ça, c'est quand même un indicateur que je recommande d'avoir en tête pour chacun des marketeurs qui regardent leurs mesures. C'est tout ce qui revient des sites, c'est-à-dire tout ce qui sort des pixels de conversion qu'on a mis sur ces sites pour alimenter Google Ads ou Google Analytics. Hein, on est exactement, enfin, il y a deux biais pour alimenter Google Ads, c'est Google Analytics ou le pixel Google Ads. Voilà, donc là, évidemment, toutes les conversions suite à un clic sur un mot-clé search, ce sera le nombre de conversions en retour seront amputés des gens qui n'ont pas consenti et qui ont refusé les cookies. Pareil pour le revenu. Tout ce qui est install, on l'a déjà vu, c'est aussi extrêmement affecté avec en plus du consentement, le consentement app. Donc ça peut être quand même très très affecté. Voilà, tout ce qui est aussi visite à magasin, c'est un KPI mineur, mais je sais qu'il y a un certain nombre de retailers qui vont s'en servir. Ça, c'est très lié à l'utilisation à l'autorisation du tracking sur Google Maps. Donc là, évidemment, si on n'a pas accepté le tracking sur son appli Google Maps mobile, là, c'est zappé complètement. Et les audiences sites tiers, alors c'est ce qu'on appelle le display network, mais il y a une partie du search qui est diffusée sur le display networks. Donc là, c'est pareil. On sort de l'univers natif Google, et donc les audiences sont soumises au consentement et cookies tiers, et donc là, ça peut être quand même affecté. Voilà, et pour le search comme pour les autres, tout ce qui est le comportement post-impression, qui était vraiment mis de côté par Google. Donc en fait, en réalité, dans le pilotage, ça change pas grand-chose, mais là, a été extrêmement affecté. Donc c'est vraiment des choses. Déjà, je pense que les marketeurs s'en servaient pas énormément pour le search, et là, on va dire que ça a tendance à mourir, quoi. Ok, super intéressant. Du coup, les solutions par rapport à ces impacts-là?
Alors les solutions, bon déjà évidemment il faut suivre l'actualité des plateformes, hein, bon évidemment notamment Google qui fait énormément de, enfin qui déploie énormément de stratégies de contournement de toutes les réglementations qu'il peut y avoir. Alors c'est pas forcément négatif, hein, c'est donner des solutions aux marketeurs pour continuer à avoir dans l'univers, même si eux avec Chrome sont quand même acteurs de ce blocage des cookies tiers. Enfin, quoique, enfin, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour le marché en général. Je voulais le préciser là, même si ça couvre tous les canaux, que Chrome est décalé la fin des cookies tiers à 2023, parce que Chrome, c'est, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est une part Quasiment de marché. 60%. Voilà, c'est ça. 60%, 60-65%. Exactement. C'est quasiment 60% de part de marché des navigateurs. Donc autant dire que le jour où ils refusent les cookies tiers, c'est plus la peine de faire quoi que ce soit avec des cookies tiers, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, suivre un peu l'actualité Google. Bon, en général, les agences data connaissent ça très bien, suivent ça très bien, et donc voilà, il faut, par exemple, si aujourd'hui vous n'avez pas de balise. Les nouvelles balises Google Analytics ou Google Ads sur vos sites, il faut les mettre absolument, vous serez en first party et ça aidera quand même de ce côté-là. Il faut quand même garder confiance dans la mesure analytics, hein. Je crois que dans la mesure où il faut lutter en fait contre le danger de se dire comme les KPI plateformes de Google restent relativement fiables, je vais juste regarder ce que nous dit Google. Or, on sait qu'il y a quand même des biais de mesure qui ont tendance à favoriser Google. Donc moi, c'est un peu un cheval de bataille depuis une bonne quinzaine d'années, c'est de dire voilà, l'analytique, c'est quand même la pierre angulaire qui déduplique et c'est le plus tiers de confiance qu'on peut avoir, enfin analytics attribution, donc il faut garder confiance dans cette mesure. Et si on veut avoir des reportings qui sont le plus proche possible de la réalité, mettre en place une règle d'extrapolation. Bon, extrapolation, c'est une règle de 3, je veux dire, c'est simple en termes mathématiques, mais je dirais ça fait tout le changement, puisqu'on va avoir des chiffres qui vont rattraper l'effet consentement et donc qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Alors évidemment, c'est très fiable quand on est à un niveau macro, donc un niveau canal, voire campagne. C'est évidemment l'effet, on va dire, échantillonnage va jouer à plein quand on est à un niveau plus granulaire, niveau mots-clés, parce que si on extrapole sur 0 conversion, on aura toujours 0. Voilà. Et je dirais c'est peut-être le bon moment aussi de se poser la question et d'aligner au sein des organisations, donc on va dire entre les agences et les marketeurs internes, tout ce qui est la gouvernance de la data et se doter d'une bibliothèque de KPI fiables. C'est-à-dire sur le search, qu'est-ce que je choisis de suivre, la part de voix, les CPC dans Google, les conversions dans l'analytics ou l'attribution, le ROAS quelque part. Enfin voilà, se dire voilà, au sein de mon organisation, voilà ce sur quoi je dois m'appuyer pour déterminer si une campagne search est efficace ou pas. Voilà. Et pour bien évidemment, mais ça je pense que c'est une recommandation générale, il faut toujours s'assurer que son tracking analytique soit bien en place, détaillé et bien maintenu au fil du temps. Super, c'est vraiment très intéressant. Tu voulais ajouter peut-être dernière chose sur le search? Oui, je pense que c'est, voilà, tout ça, tout ce contexte de changement, on va dire technique, s'inscrit aussi dans un contexte où, alors Google notamment, mais on va dire Google, c'est 50% des dépenses de marketing digital. Google réduit en fait la part de l'humain dans les campagnes, hein. Il y a de plus en plus, et tout le monde est incité à passer de plus en plus vers des algorithmes d'auto-bidding. On réduit en fait la granularité des mots-clés. Et du coup, tout ça peut avoir un effet d'entraîner les marketeurs vers, voilà, faire une confiance aveugle à ce que disent les applis de search et ne rien regarder d'autre. Voilà, l'humain est plus que jamais nécessaire en fait dans ce contexte hyper concurrentiel et technologique mouvant pour déterminer si une campagne est efficace ou pas. Donc moi, ma recommandation principale, c'est de se dire, voilà, considérer ça aussi comme une opportunité pour se réapproprier sa mesure, l'évaluation de l'efficacité des campagnes et la gouvernance en fait
de la surveillance de cette efficacité. Donc, faut vraiment, je dirais, former les équipes, s'assurer que tout est bien en place et bien traqué. Ça me paraît être aujourd'hui plus que jamais nécessaire, quoi. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Stéphane. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On reviendra à la fin dessus et je poserai vos questions à Stéphane par rapport à ça. Parfait. Bah, écoute, merci Stéphane. Je pense que voilà, on a fait globalement le tour. L'idée maintenant, c'est de passer sur un autre pilier qui est le social. Et du coup, j'accueille Thibaut Leveillard, donc le directeur associé de Wizali. Salut Thibaut. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Ça va? À toutes. Très bien, ouais. Très bien. Bon, super. Écoute, là, tu as vu, là, on a parlé du search. Évidemment, le social, comme le disait justement Stéphane, prend de plus en plus de place. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer? Parce que je sais que l'actualité est très chargée sur ce levier-là. Exactement. Bon, le social, je vous ai remis un petit peu qui c'était. Bon, le social, effectivement, grosse dynamique aujourd'hui sur les investissements. C'est l'un des groupes qui évolue le plus en termes d'investissement. Ça pèse à peu près, sur le premier semestre 2021, aujourd'hui, à peu près 30% des dépenses. Donc, je vous ai mis l'exemple là de plein de réseaux sociaux et on voit qu'ils se multiplient avec des arrivées en force de TikTok, choses comme ça. Donc, un enjeu évidemment pour les marques. La spécificité, on va dire, par rapport au search qu'on vient d'évoquer, c'est que là, on a affaire à des leviers qui vont être un peu plus upper funnel, donc plus sur la partie awareness et utilisée par les marques dans ce sens. Bon, il y a une petite, évidemment, exception, c'est quand on va mettre en place, via aussi ces réseaux sociaux, des éléments de retargeting où là, on sera plus à la perf. Mais généralement, le gros des investissements par les marques et par les marketeurs se fait sur cette partie upper funnel, sur l'ensemble de ces réseaux pour aller conquérir de nouvelles audiences. Donc, déjà, ça donne une spécificité, déjà on va dire, des KPI sur lesquels étaient jugés, on va dire, ces dispositifs dans, je dirais, la mouvance actuelle de tracking, d'utilisation de KPIs. Donc, à prendre en considération déjà que sur ces éléments très upper funnel, on avait déjà des KPI un peu particuliers qui étaient beaucoup moins performants, entre guillemets, pour juger de leur efficacité. Donc ensuite, si je regarde également les impacts, comme l'a fait précédemment Stéphane, sur les évolutions et comment ça impacte, on va dire, ces réseaux sociaux, on va avoir évidemment la RGPD qui va impacter fortement parce qu'encore une fois, je perds, on va dire, le tracking individuel de la personne dans son cheminement et notamment, on va dire, pour des KPIs qui sont plus, j'allais dire, la conversion et des choses comme ça. Il en va de même sur iOS 14 puisque, comme vous le savez, généralement, tous ces réseaux sociaux sont accessibles via des apps. Donc, la mise en place d'iOS 14 vient forcément toucher cet écosystème. En revanche, sur les 3 derniers points, les restrictions cookies tiers, adblocker et email temporaire, ce sont des leviers qui sont très, très peu touchés puisqu'on est historiquement aujourd'hui sur des leviers où il n'y avait déjà pas de tracking tiers qui était possible. Tous ces leviers que je viens d'exprimer, enfin tous ces réseaux sociaux appartiennent à ce qu'on appelle le walled garden, qui était déjà ce jardin fermé dans lequel il était impossible de faire du tracking tiers. Donc sur toute cette partie-là, peu de changements, on va dire, et peu d'impact sur ces réseaux sociaux et donc sur la manière dont je vais pouvoir collecter de l'information. Un peu comme sur le search, comme on est dans des environnements fermés, des grosses plateformes, on parle quand même des GAFA majoritairement avec nos petits amis chinois de chez TikTok, on aura peu d'impact sur les capacités de ciblage, sur les audiences qui sont évidemment in-house au sein de ces plateformes. Donc sur cette partie-là qui est très amont, c'est-à-dire sur le paramétrage de mes campagnes, peu d'impact. Là où je vais avoir d'impact, encore une fois, comme je disais, via la RGPD, via l'iOS, ça va être plutôt sur l'appréciation, on va dire, des performances dans le temps et notamment sur les conversions que je vais avoir un impact pour mesurer les performances de ces investissements. Si on rentre justement dans ces impacts, je vais splitter 2 choses, puisque je le disais en préambule, on a vraiment ici affaire à des leviers qui sont encore une fois très upper funnel et dont la part des impressions versus les clics sur la performance d'une campagne est extrêmement importante. On sort du search où là, on va regarder des CTR, des clics et des volumes de clics parce que je suis sur des intentionnistes. Là, comme je cherche à aller, on va dire, draguer de nouvelles audiences, j'ai un impact et j'ai un poids très fort des impressions dans la performance de mes campagnes.
Les clics, typiquement, quand je fais une campagne Instagram, je vais peut-être faire 10 millions d'impressions et je vais générer 50 000 clics. Donc, le gros, on va dire, de l'effet que j'attends de ma campagne est sur les 9 950 000 impressions qui ont été réalisées. Alors, les clics, évidemment, c'est une bonne chose, mais sur justement cette captation de nouvelles audiences, le fait d'élargir, on va dire, mon bassin. Donc, je sépare bien les deux pour voir quels sont l'impact sur les changements. Donc, sur les clics, encore une fois, qui représentent une part, on va dire, beaucoup moins importante sur ces leviers de la performance, je vais effectivement avoir une perte d'informations en fonction du taux de consentement que je vais avoir de mes utilisateurs. Et donc, je vais perdre une partie des conversions que je pouvais jusqu'à présent traquer par la mise en place de la RGPD. Si je regarde les impressions maintenant, qui fait un peu la majorité, on va dire, de la performance de ces campagnes, évidemment, là, je n'ai pas d'impact ni de la RGPD, ni du cookie serve, puisque j'étais déjà dans un environnement où je ne pouvais pas traquer. Et bon nombre aujourd'hui de marketeurs qui nous écoutent avaient déjà cette problématique. S'ils regardaient leur analytics et s'ils regardaient les performances d'Instagram, de TikTok, de Snapchat, ils disaient, bon, ok, il ne se passe pas grand-chose parce que je récupérais que mes clics. Donc, sur les impressions, j'allais dire, pas trop de changements. En revanche, je vais avoir aussi un changement qui est dû à iOS 14 qui va évidemment aussi masquer un certain nombre d'utilisations de mes campagnes au sein de mes apps. Donc, évidemment, toujours soumis à l'autorisation de l'internaute, enfin du mobinaute par rapport à iOS 14. Juste un chiffre aussi parce que il faut peser à un moment donné cet impact-là au premier trimestre. La part de marché que représente iOS, on est à 23,4%. Alors, évidemment, ce chiffre qui est un chiffre brut est à prendre avec des pincettes, puisque pour certains marketeurs qui ont un positionnement un peu haut de gamme ou qui vont toucher une cible particulière, ce chiffre sera évidemment beaucoup plus important et le sera moins par rapport à nos amis d'Android. Donc, là encore, une part, j'allais dire, relative de l'impact d'iOS 14 sur mes dispositifs à l'intérieur des impressions. Et si je parle ensuite des adblockers, qui était aussi un élément qui pouvait rentrer en ligne de compte, on est sur de la publicité native, un peu comme sur le search tout à l'heure. Je suis dans un silo, je n'ai pas de problématique par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire que ce qui change majoritairement dans ce contexte-là, on est beaucoup plus sur les clics, comme on peut le voir ici, que sur les impressions qui étaient déjà, j'allais dire, le parent pauvre de la partie tracking de ces dispositifs. Okay. Et je te pose peut-être une colle, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des premiers chiffres qui nous donnent un peu les taux de consentement sur le social? Est-ce que tu sais un peu s'il y a eu une grosse perte ou pas? Ou pas encore? Non, on ne sait pas ce chiffre. Oui, il y a la dynamique évidemment d'installation de la nouvelle version de iOS 14, donc il y a toujours des délais on va dire, de propagation. Exactement. Et ça va dépendre des marchés, ça va dépendre aussi de l'âge des personnes, du renouvellement du matériel, puisqu'il y a aussi des gens qui sont sur... Il y a toujours une petite bataille entre l'OS d'un côté et la machine de l'autre, sur quel iPhone je suis, est-ce que je peux déployer. Bien sûr. Donc, on estime toujours que par rapport à la release d'un OS chez Apple, il va falloir attendre 6 à 9 mois pour avoir les impacts globaux que peut avoir cette nouvelle version, puisque je vais avoir dans l'intervalle des gens qui n'ont pas encore mis à jour leur téléphone, des choses comme ça. Okay. Donc, ce sera plutôt des chiffres qui seront appréciés début 2022, à mon avis, pour qu'ils soient cohérents. Ok, très bien. Bon, à prendre en compte, mais voilà. Exactement. Ça... Et ce que tu peux te dire, c'est que ce taux-là est à regarder par rapport aux 23,4%. C'est-à-dire que, bien sûr. Évidemment, la part que va représenter cette coupure va être progressive par rapport à cette part de marché. Ok. Du coup, quelle solution alors pour les annonceurs? Alors, deux choses. Pareil, je vais reséparer les solutions en fonction de ce que je souhaite appréhender dans le calcul de mes performances. Pour les clics, et ça rejoint un peu ce que disait Stéphane tout à l'heure, par rapport au RGPD qui s'applique, on va dire, à l'ensemble des leviers et évidemment au fait de pouvoir capter une information granulaire au niveau de l'individu, là encore, je ne vais pas trouver d'autres moyens que de passer par de l'extrapolation. Donc l'extrapolation, juste pour... encore une fois, c'est juste pour donner un exemple, c'est qu'on va avoir via CCMP, puisqu'aujourd'hui c'est une obligation légale de gérer le consentement sur ces sites internet depuis le 1er avril, c'est de suivre évidemment son taux de consentement via ces analytics et via l'ensemble de ces outils et de déterminer le bon facteur d'extrapolation, c'est-à-dire de se dire, OK, j'ai donné dans l'exemple, mettons, j'ai un consentement à hauteur de 66%, ben, je vais être obligé de multiplier ce chiffre par 1,5 pour retrouver ma base 100. Donc, je dois collecter par ailleurs l'ensemble de mes visites, plutôt des hits pour être conforme à la RGPD. C'est-à-dire qu'en dehors du cadre du consentement, d'avoir au moins les hits qui me permettent d'avoir ma base 100 en termes de visites. Donc, c'est les éléments que je dois récupérer pour pouvoir faire ces petits calculs, ces petites règles de 3.
Juste une petite précision. Alors, attention, tous les leviers ne sont pas touchés de la même manière sur cette partie de consentement. Et plus mon consommateur est engagé et plus il a une relation durable avec la marque, plus le consentement va être fort. Donc, tous ces leviers qui sont lower funnel seront, entre guillemets, moins impactés, justement, que les leviers upper funnel dont je vous parle là, sur le social, qui ont tendance, parce que je suis en train de draguer de nouvelles audiences, qui n'ont pas encore de relation avec ma marque, je vais avoir des consentements qui vont être beaucoup plus faibles. Donc, attention, quand je parle de règles de 3, elles ne doivent pas s'appliquer de manière uniforme à l'ensemble de mon mix média, mais je dois discriminer, en fin de compte, chaque levier pour pouvoir retomber un peu sur mes pattes. OK ? Alors, pas de panique non plus avec les consentements, je veux relativiser ça, enfin, pas avec le consentement, avec l'extrapolation. Il faut quand même savoir que depuis 50 ans, les marques investissent d'énormes budgets en télé et en radio et pratiquent de la même manière pour pouvoir calculer leur performance. Je prends juste cet exemple. Médiamétrie aujourd'hui, qui est l'élément qui permet de mesurer la performance de campagne télé ou radio, c'est 5000 foyers, 11 000 personnes. Donc, quand on dit à un moment donné qu'il y a un spot pub qui a été vu par 11 millions de personnes, étant donné que je suis parti de 11 000, j'ai un facteur d'extrapolation fois 1000. Donc, et ça n'a pas empêché aujourd'hui les annonceurs, et avec les éléments donnés par Médiamétrie, de pouvoir investir et de juger de la pertinence dans l'investissement. Aujourd'hui, dans notre domaine digital, avec la mise en place de la RGPD, on doit aussi passer sur ces mécaniques d'extrapolation. Mais si je prends, mettons, quelque chose de très très bas, mettons comme taux de consentement, 1,10%, si je dois retrouver ma bassin, je ne ferai que multiplier par 10 versus ces 1000 de la télé. Donc, j'ai quand même un delta de facteurs d'extrapolation entre, on va dire, les masses médias et le digital, qui est d'un rapport au pire de x100. Donc, il faut aussi relativiser ça. Ce n'est pas panique à bord du fait qu'il y ait la mise en place de la RGPD et qu'on soit obligé de passer par des facteurs d'extrapolation. Pour les impressions, autre débat. Comme je disais tout à l'heure, on était déjà dans un contexte où de toute façon, on ne pouvait pas faire de tracking tiers. Donc là, pour pouvoir apprécier la performance de ces impressions, j'ai envie de dire que la solution, c'est déjà une solution qui préexistait à toutes ces problématiques de tracking, entre guillemets, qu'on vient d'évoquer ensemble, qui était de toute façon de passer par des approches économétriques, statistiques, et d'essayer de comprendre les relations que j'ai d'un côté entre l'évolution du volume de mes impressions d'une part, et leur impact sur les visites que je peux avoir d'autre part sur mon mix média. Et là, on rentre de nouveau dans des éléments statistiques qui sont des calculs de corrélation, des calculs de causalité qui me permettent de faire ces effets-là, qui étaient des choses qui étaient également largement appréhendées depuis une quarantaine d'années dans les marketing mix modeling, qui étaient faits pour ces gros annonceurs qui étaient des top spenders, encore une fois, de télé, de radio, des choses comme ça. Alors, après, le biais qu'on peut avoir, c'est que les marketeurs et les gens qui s'occupent de la com ont tendance à vouloir retrouver sur le digital des indicateurs qu'ils avaient précédemment en télé, notamment le GRP. Alors, attention, parce qu'on n'est pas dans le même contexte, de vouloir apposer, on va dire, un KPI qui était propre, encore une fois, à la nature de mass média au digital, c'est un peu touchy. Donc, il y a d'autres types d'indicateurs qui permettent, encore une fois, d'avoir une granularité un peu plus précise sur justement ces éléments statistiques. Donc, c'est de l'économétrie, mais affinée dans le contexte du digital par rapport à ça. D'accord ? Okay. Bon, après, une petite exception, évidemment. Ouais, c'est le social shopping, qui est évidemment là la totale intégration et de mes éléments de communication et de mes éléments de vente au sein, j'allais dire, d'un réseau social. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut avoir le vent en poupe. La limite à ça, et j'en reviendrai après, c'est qu'évidemment, alors là, c'est carrément la culture du silo. C'est-à-dire que je suis sur un mix média et on va dire une stratégie de vente qui est extrêmement silotée, et je ne sais même pas si je peux parler encore ici de mix média et de manière de construire ses budgets et une stratégie de média mix global. Donc, ça peut être une exception parce que pour certains annonceurs, encore une fois, c'est un modèle économique à part entière. Et là, ils sont pratiquement, j'allais dire, à 100% sur cette partie-là. OK. Rapidement, du coup, les bénéfices pour le marché, les internautes, les marques? Alors, justement, encore une fois, on est upper funnel, on était déjà historiquement sur des leviers qu'on avait du mal à appréhender, mais on vient de le voir par des techniques d'extrapolation et par des techniques statistiques, je peux aujourd'hui quand même suivre mes performances. La seule chose que je vais perdre un petit peu, c'est la granularité, puisqu'effectivement, quand je fais des facteurs d'extrapolation, quand j'ai des approches statistiques, je ne suis pas au niveau de l'individu. Mais ça ne m'empêche pas, encore une fois, un peu ce que disait aussi Stéphane tout à l'heure, d'avoir quand même sur mes leviers et on va dire mes grosses campagnes, des éléments d'appréciation de la performance, ce qui va me permettre, évidemment, in fine, de pouvoir faire mes arbitrages quand même avec, j'allais dire, de bons assets.
Encore une fois, je n'aurais pas la granularité, le côté user-centrique que je pouvais avoir préalablement, et notamment par rapport à d'autres leviers, encore une fois, qui étaient plutôt lower funnel. Sur social shopping, je viens d'en parler, on a effectivement cette fois-ci une mesure de la performance qui est beaucoup plus précise, puisque je reste complètement dans une logique silotée. En revanche, c'est une approche complètement silo, c'est-à-dire que si ma volonté, c'est d'être présent sur différents leviers, parce que j'ai besoin de capter différents types de populations, qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux ou sur certains réseaux sociaux, là, évidemment, ça pêche, parce qu'à un moment donné, je ne pourrais pas aller plus haut. Sur le respect de la vie privée, alors, tous ces dispositifs-là qui sont, on va dire, sous l'angle de la mesure de la performance, des éléments comme ça, bon, on le voit bien, pas beaucoup de changements sur les réseaux sociaux qui étaient déjà des éléments qui captaient… le débat du respect de la vie privée sur les internautes, il ne se situe pas, à mon avis, sur est-ce que je suis d'accord ou pas pour recevoir une pub personnalisée, des choses comme ça. On le voit bien avec ce qui s'est passé ces derniers jours, Facebook, tout le monde a suivi les médias. Aujourd'hui, la problématique de la vie privée sur les réseaux sociaux, c'est plutôt ce que les réseaux sociaux en font dans leur manière d'influencer les masses, que ce soit pour des élections, des choses comme ça, déterminer les orientations politiques. Donc, la problématique, elle n'est pas sur la partie, on va dire, marketing et communication et publicitaire. Le respect de la vie privée aujourd'hui va bien au-delà sur les réseaux sociaux. C'est un débat beaucoup plus global, quoi. C'est beaucoup plus large. Oui. Et puis là, il n'y a pas de problématique de RGPD, d'iOS 14, puisque c'est l'individu lui-même qui renseigne son profil auprès de ses réseaux sociaux pour s'inscrire, qui donne son âge, son sexe, tous ces éléments-là. Donc, et qui, après, dans la manipulation des réseaux sociaux, donne énormément d'informations sur ce que je like, ce que je ne like pas. Vous savez que les algorithmes peuvent déterminer ensuite très rapidement quel est le profil de l'individu qui se cache derrière. Tout à fait. Voilà pour les marchés. Et en conclusion, alors, désolé pour la formule, mais c'était tout change, rien ne change, parce qu'on avait déjà la particularité de ces leviers qui étaient, comme, encore une fois, très amont et sur lesquels il y avait déjà des problématiques de tracking. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions concrètes, comme je viens de l'évoquer, pour pouvoir manager, suivre et arbitrer ces investissements sur ce levier-là au regard de la position qu'ils ont dans la stratégie et dans un parcours d'achat. Encore une fois, plutôt personnel. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci Thibaut. C'était aussi très, très intéressant comme les interventions précédentes. N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat ou dans l'onglet questions et je les prendrai à la fin pour les poser aux différents intervenants. Et bien, on va recevoir maintenant Alban Pelletier, donc le CEO d'OnVoice, pour parler du display. Salut Alban. Salut Alex, ravi d'être avec vous, exactement. Super. Écoute, tu as lancé la slide, mais concrètement, alors c'est quoi le display ? Voilà, en gros, l'idée de ce webinaire du CPA, c'est effectivement de pouvoir évoquer chacun des canaux. Donc, on a fait de social, on a fait le search. Maintenant, le display. Donc, le display, c'est quoi? C'est justement ce qu'on va souvent qualifier de hors GAFA. Donc, vous avez aujourd'hui 40% du temps passé sur les GAFA et vous avez 60% du temps passé en dehors des GAFA. Donc, si on regarde un petit peu qui fait quoi, on a donc les sites médias, les sites marchands, les sites communautaires. Et donc, pour vous donner aujourd'hui aussi un autre chiffre, on a 75% des investissements qui sont mis sur les GAFA et 25% sur le hors GAFA, donc il comprend notamment le display. Voilà pour resituer un petit peu ce dont on parle. Alors, c'est sûr que sur cet ensemble-là, c'est certainement l'ensemble qui est le plus touché par tout ce qui est en train de se passer. Donc là, si on prend notre petit système d'étoiles qu'on a utilisé pour chacun des canaux, on voit bien que celui-ci, c'est un peu comme les étoiles à la FNAC, on a le meilleur des produits. Donc c'est vrai que là, on est énormément touché sur cette partie display, puisque en dehors de l'email, tout a un impact sur la façon de faire la publicité sur le display. Donc que ce soit effectivement la RGPD, que ce soit iOS, que ce soit la cookie tiers, les adblockers et effectivement assez largement moins la partie email. Ok, du coup concrètement alors. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre aujourd'hui où on en est. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image de dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut adresser tout le monde et que demain, on ne pourra plus adresser les internautes sur ce canal. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que déjà, il y a un internaute sur deux qui est totalement disponible pour la publicité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde aujourd'hui les limitations liées aux cookies tiers avec les navigateurs
qui ont déjà été mis en place. C'est à peu près 25% des internautes. On a 30-35% des Français qui utilisent un adblocker. Et on a, selon effectivement les chiffres que l'on a des marchands et des médias, on a entre 30 et 40% des gens qui ne donnent plus leur consentement. Alors, ce qui est très compliqué, c'est de se dire effectivement qui ne donne pas son consentement, qui possède un adblocker, qui possède Safari, est-ce que ce sont des individus uniques ou pas. Donc, effectivement, ça c'est très compliqué en fait d'avoir une image précise aujourd'hui, mais on peut globalement dire qu'on a 50, peut-être 60% des gens qui sont disponibles, donc ce qui veut dire qu'on a déjà 40 ou 50% des gens qui ne sont plus complètement disponibles en fait pour la partie publicitaire. Donc, en gros, si on regarde notre gâteau, 53 millions d'internautes en France, on a donc 25-30 millions de gens qui sont littéralement accessibles. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Hein, ce qui est déjà beaucoup. Et ce qui veut dire que ce sont aussi 25-30 millions de personnes qui sont dans un contexte ultra favorable. Effectivement, on a et le consentement, on a et la possibilité de traquer avec précision justement les performances, et en plus derrière on est dans un environnement qui est effectivement brand safe, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il faut en fait avoir en tête aujourd'hui. On a un gâteau qui est certes partiel, mais qui est un beau gâteau et sur lequel effectivement on a à la fois le respect des internautes et à la fois le respect des marques, puisqu'effectivement on a une transparence totale sur ce qui se passe versus effectivement des environnements fermés. Et donc, du coup, il y a un gros sujet que tu as évoqué déjà un peu juste avant, effectivement, qui a été repoussé, on l'a dit au début aussi. Donc, c'est les cookies tiers, la fin des cookies tiers. Voilà, donc le 60%, parce qu'aujourd'hui, c'est la part de marché en fait, de Chromium, ça a été repoussé donc, à mi-2023, ce qui devait être une échéance très rapide. Donc, l'année prochaine, en fait, est repoussé à mi-2023. Et ce que l'on entend sur les dernières semaines à travers les discussions, les webinaires, etc., des équipes de Google, c'est que ce sera plutôt entre mi-2023 et fin 2023. Donc, pourquoi ? Parce qu'effectivement, je pense que Google aujourd'hui a une certaine... un accueil assez peu chaleureux sur les solutions qui sont proposées, hein, c'est un petit euphémisme, et eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent proposer. Donc on ne peut pas radicalement changer un marché sans embarquer l'ensemble en fait, des acteurs, que ce soit les éditeurs, que ce soit les adtech, les martech ou les annonceurs, bien évidemment. On ne peut pas changer le marché, imposer une solution tant qu'on n'a pas embarqué tout le monde. C'est pour ça qu'effectivement, la fin des cookies tiers, très honnêtement, moi je pense que ce sera plutôt fin 2023, voire fin 2024, parce qu'on se rend compte effectivement que Google n'a pas encore les idées très précises pour pouvoir embarquer justement tout le monde sur ce changement qui est fondamental. Ok, du coup, donc face à tous ces bouleversements, ces changements, pour les annonceurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour vous, annonceurs, c'est sûr que ça change tout, puisqu'effectivement, sur la partie ciblage, vous avez moins de données, donc moins de données tierces, donc du coup, ça permet effectivement de ne pas pouvoir enrichir des segments. On va avoir les plus petits segments qui vont être partiels, et ce sera plus compliqué de cibler des gens qui vont naviguer d'un site à un autre. La partie diffusion aussi, moins de data, notamment avec le consentement. C'est des discussions qu'on a avec tous les annonceurs en ce moment qui voient sur leur propre site 30-40% des gens disparaître. Ils n'ont pas disparu. Par contre, effectivement, il n'y a pas de consentement, donc ils ne sont pas comptabilisés. Et ben, c'est exactement la même chose en publicité. On a une sorte effectivement de périmètre qui se réduit lorsque le consentement n'est pas donné. Et dans ce cas, on ne peut pas les cibler avec de la publicité personnalisée. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins d'inventaire, clairement, moins d'inventaire disponible. C'est un des sujets chauds chez les éditeurs, de pouvoir augmenter ce taux de consentement pour pouvoir retrouver une pleine puissance en fait, de leur data. La diffusion, c'est aussi la gestion donc, et du reciblage et du prétargeting. Si vous ne pouvez pas suivre une personne, c'est compliqué effectivement de lui proposer une publicité qui pourrait l'intéresser, que la personne soit allée ou pas sur le site. Et il y a notamment la notion de répétition. Si vous ne pouvez pas traquer une personne, vous ne savez pas si cette personne a vu une fois, 2 fois, 10 fois l'affichage publicitaire. Et le dernier point, c'est la partie tracking. C'est la difficulté à traquer correctement, à attribuer correctement, à étudier correctement la contribution et à utiliser aussi le post-view. On a déjà évoqué sur ce webinaire. Effectivement, cette partie-là, elle est aussi complète sur la partie display. Du coup, rassure-moi, il y a des solutions quand même. Il y a beaucoup de solutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se retrouve un petit peu comme au début du web, où il y avait énormément de solutions et qu'il fallait justement les tester pour pouvoir se dire ça, c'est une solution qui me convient en fonction de la taille de mon entreprise, en fonction de mes ambitions, en fonction de mes objectifs, en fonction de mon secteur, etc.
Donc, on a énormément de choses aujourd'hui sur la table. Et donc, effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir tester ces solutions et de trouver le bon mix média. Donc, on a toute la partie one-to-one. Donc là, le cookie tiers qui était vraiment le point critique, du coup, va disparaître au fur et à mesure. Et donc, on aura d'autres solutions comme ID universel ou le login SSO. On a le one-to-few. Donc là, on est sur un annonceur avec des petits groupes de personnes, quelques milliers de personnes. Donc ça, c'est notamment ce que Google propose avec la Privacy Sandbox. Et on a le one-to-many, où là, effectivement, on est sur des plus gros volumes. Donc là, on est sur contextuel, on est sur sémantique, et on est sur la partie segment. Alors, si je prends chacune des solutions, ce que j'ai essayé de vous mettre, c'est effectivement ce qui fonctionne très bien, et puis du coup, ce qu'il va falloir aussi bien contrôler. Donc, sur la partie ID universel, login, SSO, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sûr que la personne en face de nous, quasiment, est la bonne personne. Donc, notamment sur la partie login, lorsque quelqu'un se log, vous savez que c'est la bonne personne et que c'est bien la personne que vous pensez être. Ce qui est un petit peu moins le cas, effectivement, déjà sur l'ID universel, parce qu'effectivement, il y a une notion de déterminisme, login, et de probabilisme, étude de son comportement, de son navigateur, etc. Mais globalement, effectivement, ce sont des choses qui permettent de penser que c'est bien la bonne personne. Le corollaire de ça, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui énormément d'internautes qui se connectent en dehors, justement, des circuits fermés type GAFA. Aujourd'hui, vous allez assez rarement sur un site marchand ou sur un site média avec comme premier réflexe de vous loguer. Et donc, vous restez assez peu logué. Et on le fait tous aujourd'hui. Ce qui veut dire effectivement que toute cette partie login, on sera sur peut-être 15, peut-être 20% en fait, des internautes. La partie d'étude des comportements, donc la partie probabilisme, donc ça sera aussi quelque chose qui va être très challengé, parce qu'aujourd'hui, ça va potentiellement s'apparenter en fait à du fingerprinting. J'étudie le comportement de la personne pour penser que c'est cette personne-là. Et c'est exactement ce sur quoi, justement, aujourd'hui, le marché et Google est en train, effectivement, de revenir en arrière en disant, voilà, il faut laisser les internautes tranquilles, ne pas les étudier, que ce soit directement, en fait, ou indirectement. Donc, on risque, effectivement, sur cette partie-là, d'avoir, en fait, des volumes qui sont assez faibles, qui permettent une grande précision, mais qui sont, en fait, assez faibles. Sur le one-to-few, là, on est sur les solutions, en fait, donc Privacy Sandbox de Google. L'idée, c'est donc de rassembler les gens dans des petits groupes de quelques milliers de personnes autour d'un même centre d'intérêt, autour d'une même consommation du web. Donc, la difficulté de cette approche-là, c'est qu'effectivement, on a certes un ciblage qui est encore très précis, puisqu'en fait, on parle de quelques milliers de personnes qui vont être des ensembles cohérents. Donc, c'est très intéressant en fait pour un annonceur, très clairement. Ça respecte en plus la notion de vie privée, puisqu'effectivement, il n'y a plus de notion de gestion de la donnée personnelle. Il n'y a plus que des petits groupes où vous ne savez plus quelles sont les personnes intérieures. Donc, ça, c'est énormément positif. Par contre, le corollaire de ça, effectivement, c'est que c'est une solution qui est justement proposée par le seul Google. Donc, on rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Si Google n'embarque pas tout le monde avec lui dans ce type de système, ça va être très compliqué. Parce que là, sinon, en gros, on se met à penser qu'il faut faire totalement confiance à Google, qui vous dira, voilà, ce sont les groupes, ils sont rassemblés de cette façon-là, et on n'aura aucune visibilité sur la façon dont ces groupes seront constitués, pour lesquels, en fait, dans quelles conditions ils vont évoluer, et ce sera très compliqué pour l'écosystème de pouvoir faire confiance, bien entendu, en fait, à un seul acteur, puisqu'on est un peu dans une sorte de privatisation de la data tierce. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on voit bien effectivement que Google ne pourra pas imposer une solution tant qu'il n'y aura pas tout le monde d'accord sur ça. Ça va prendre du temps, très clairement. Et le dernier aspect, c'est la partie one-to-many. Donc, c'est l'utilisation du contexte, l'utilisation de l'algo sémantique, l'utilisation de la first party data pour créer des ensembles qui permettent effectivement du ciblage. Donc, les segments first party, vous connaissez tous. Je vais acheter des femmes CSP+, type tranche d'âge 50 et plus, etc. Donc, ça, c'est de la donnée qui sera toujours, bien sûr, proposée par les annonceurs et par le retail média. Et puis, derrière, en fait, on a l'utilisation du contexte. Donc, soit de manière assez simple, je vais utiliser, en fait, donc des catégories, que ce soit encore une fois dans le média ou dans le retail média, je vais sponsoriser la rubrique PC pour faire la promotion par exemple, de ma nouvelle tablette. Ça, vous connaissez très bien, ça fait 20 ans qu'on fait ce type de choses-là. L'avantage du sémantique, c'est d'analyser plus finement l'ensemble et le contexte.
effectivement, ce n'est pas simplement quelques mots-clés, mais c'est la façon justement dont ces mots-clés sont utilisés et dans quel contexte en fait on se trouve. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que si on parle d'ordinateur, est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est plutôt industriel? Est-ce que c'est marché? Et ça, c'est important de le savoir parce qu'effectivement, lorsqu'on vend par exemple des PC, être sur un article qui parle des problèmes par exemple de puces qui ne sont plus disponibles, ça n'a aucun intérêt. Donc la sémantique va apporter justement cette qualité. Mais dans tous les cas, effectivement, on sera sur des ensembles qui ne sont pas très très grands. Effectivement, aujourd'hui, si vous cherchez en fait à vendre des voitures électriques, il n'y a pas des dizaines et des dizaines et des centaines d'articles qui parlent de voitures électriques. Généralement, la partie média, elle est assez souvent concentrée sur le gossip, la politique, etc. Et c'est plus difficile de tirer de la valeur, effectivement, de ces contenus-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices de ce Big Bang. Pour l'internaute, l'ensemble en fait de ces changements-là, cela va permettre effectivement une approche qui est 100% respectueuse de la vie privée. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien effectivement, et notamment avec ce qui a pu être évoqué récemment sur Facebook, c'est que voilà, ces environnements fermés ne sont pas du tout respectueux des internautes. Et le scandale qu'on a eu là, c'est la énième pierre qui vient le montrer. Toutes ces contributions, ces obligations faites justement au display, aux médias, aux marchands, etc., ça pousse effectivement à avoir un ensemble qui est totalement respectueux en fait des internautes. Donc ça, c'est un point qui est très positif pour le marché. Pour les éditeurs et la tech, ça pousse tout le monde à proposer effectivement de nouvelles solutions, de réfléchir, de mettre plus de puissance sur les algorithmes, etc. Donc on a une innovation marché qui n'a jamais été aussi grande qu'actuellement. Donc ça, c'est plutôt positif. Et côté annonceur, il y a un véritable challenge parce qu'effectivement, on voit année après année de plus en plus des réflexes. Ah bah tiens, voilà ce que j'ai fait l'année dernière, je vais le refaire cette année. C'est sûr que ça ne pourra plus fonctionner. Donc, j'invite tout le monde effectivement à tester au maximum des solutions et à de retrouver un mix qui soit plus intéressant, plus impactant, plus performant que celui effectivement actuel. Alban, je te coupe juste, j'ai une question là qui est hyper intéressante d'Olivier. Du coup, je me permets de te la poser parce que même si on prend des questions à la fin, mais celle-là, je trouve que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Olivier nous dit, est-ce qu'au final, on peut dire qu'il y a un gagnant, c'est Google, et beaucoup de perdants? Parce que du coup, il peut y avoir une hausse des CPC à prévoir. Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, souvent, je parle des GAFA, Google et Facebook, comme de l'océan rouge. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Il y a 40% du temps passé sur, on va dire, sur cet écosystème, réseaux sociaux, search. C'est 40% du temps passé, 75% des internautes. Donc nous, ce qu'on entend dans tous les cas, effectivement, beaucoup des annonceurs, c'est qu'il y a une inflation assez importante des CPC. Et donc du coup, si on rajoute le fait que c'est plus compliqué de faire d'autres choses, et en plus que derrière, sur ces mêmes environnements, comme on l'a vu précédemment, on va moins traquer, oui, je vous confirme effectivement que la hausse des CPC va être réelle. On avait un annonceur la semaine dernière qui nous parlait de 30% de hausse de CPC depuis 2 mois. C'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que je reviens, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut sortir de ces réflexes, clairement. Il faut tester toutes les nouvelles solutions et refaire son mix média pour retrouver l'indépendance et ne pas subir une hausse des CPC ou des CPM sur des environnements qui sont fermés et sur lesquels il y aura aussi moins de contrôle, comme on a pu le voir. C'était un peu la conclusion que tu voulais effectivement passer. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Il faut tester. Il n'y a jamais eu autant d'innovation sur la partie publicitaire. Voilà. Je sais que c'est compliqué, qu'il n'y a pas forcément les ressources en fait, pour tester toutes les solutions. Mais effectivement, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est tester, sortez effectivement des sentiers battus, imaginez de nouvelles choses avec des partenaires. Et on a l'ancien patron du marketing de Coca-Cola avec qui je discutais la semaine dernière, qui est aujourd'hui dans le conseil, qui me disait voilà, ma recommandation, c'est 70% sur les canaux maîtrisés, avec des KPI très précis pour gérer en fait, votre PNL de manière très précise, 20% sur les canaux avec des KPI à atteindre, donc là avec un vrai objectif, mais ce sont des nouveaux canaux, donc des tests, et 10% de test and learn, et vraiment pur. Et ça, c'est des formules qu'on retrouvait moins sur les dernières années où en gros on faisait 100% de choses que je connais déjà. Bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, avec le contexte, il faudra revenir sur ce type de dispositif et du coup il y aura encore plus d'innovation et à la fin ça sera plus performant. Super, très
Bonne reco, merci, merci Alban. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, on se laissera un temps juste après pour ça. Donc voilà, c'est toujours très intéressant aussi d'avoir vos feedbacks et puis de partager vos avis. Donc n'hésitez pas. Et puis toutes vos questions, bien sûr, on y répondra juste après. Du coup, merci beaucoup Alban. Et on va passer donc au dernier levier qui est l'affiliation avec donc Christophe Bosquet qui est le cofondateur d'Affinity et Paul Blanc, VP Sales de Rakuten Advertising. Salut messieurs. Salut Alexandre, bonjour à tous. Bonjour à tous. Super, bon, et écoutez, c'est parti, à vous de jouer, de nous présenter un petit peu l'affiliation. Déjà, qu'est-ce que c'est en fait l'affiliation? Alors l'affiliation, bonne question Alexandre, parce qu'il y a beaucoup de définitions qui circulent sur l'affiliation. Donc un petit rappel s'imposer. Tout d'abord, l'affiliation, c'est un partenariat d'apport d'affaires. Donc que ce soit un partenariat d'apport d'affaires dans le marché du e-commerce, mais également dans le marché du service. C'est générer un contact, donc ce qu'on appelle un lead dans le cas du service, et générer une vente dans le cas du e-commerce. Donc l'affiliation est un modèle, c'est pas vraiment un levier, même si on l'a englobé sous le titre de levier, mais à l'intérieur de l'affiliation, on va avoir tout un ensemble de typologies d'éditeurs, ce qu'on appelle les affiliés, qui vont exister. Et contrairement aux autres leviers qu'on a pu voir juste avant, l'affiliation est beaucoup moins impactée par des logiques de ciblage, parce que l'affiliation, en réalité, ça va être de faire de l'apport d'affaires dans une logique contextuelle, donc aller voir des portails thématiques, des sites affinitaires, des sites thématiques qui vont proposer un produit, qui vont proposer un service qui est en phase avec le contenu, avec le texte qu'il propose. On va avoir une logique communautaire, donc aller voir une communauté, donc on peut parler de communauté d'acheteurs, on peut parler de communauté de personnes, et j'en parlerai à la conclusion, mais de personnes qui sont sensibles aux impacts positifs. Surtout aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui devient important. On peut parler de communauté de passionnés autour d'un thème, et donc l'affiliation va permettre de proposer des produits, des offres, des services à ces communautés. Et on a la troisième grande catégorie qui est la communauté, pas la communauté, pardon, les typologies d'affiliés qui vont permettre de répondre à des recherches. Donc, on va parler de comparateurs de prix, on va parler de guides d'achat, mais on va parler également de sites de bons plans, de sites de deal, qui permettent de répondre à des internautes qui sont en recherche justement d'offres. Donc, l'affiliation, on est plutôt dans une logique de partenariat, on est beaucoup moins dans une logique publicitaire par rapport aux autres leviers qu'on a vu en amont. Et donc ça a beaucoup d'importance par rapport aux impacts et par rapport à comment étudier les changements en cours. Si on regarde le premier changement, je vais en détailler certains parce que certains ont été évoqués au préalable, mais sans être expliqués, surtout sur la partie emailing. Mais si on regarde le premier changement, c'est tout ce qui va concerner RGPD, CNIL, e-privacy. L'un des points qui touche moins l'affiliation, c'est qu'il y a beaucoup moins de collecte de données pour pouvoir cibler, comme je disais avant, pour pouvoir permettre d'améliorer le choix du bandeau publicitaire qui va être affiché. L'affiliation est beaucoup moins dépendante de cette partie-là. Là où l'affiliation va être concernée, c'est la raison pour laquelle avec Paul on a mis 2 étoiles. C'est l'affiliation va être concernée sur la logique de mesure de la performance. Donc on va être beaucoup moins impacté par le RGPD, mais un peu plus par la CNIL. Et en réalité, il y a également des solutions, et Paul les présentera, mais pour faire qu'on se rapproche plus de la mesure d'audience et de l'impact de la mesure d'audience, et d'être beaucoup moins dépendant de la pose de cookies qui est fait sur le site affilié, mais d'être dépendant de la pose de cookies qui est fait directement sur le site de l'annonceur. Donc il existe déjà des solutions pour faire qu'on rentre un peu plus dans le rang, on va dire, de ces lignes directrices, et la CNIL a déjà commencé à élaborer certains détails. Par exemple, il y a des échanges qui ont lieu avec eux où les communautés de cashback, les communautés de reward, dès maintenant, la CNIL dit que il n'y a pas besoin de consentement côté annonceur parce que le consentement a été obtenu à l'inscription au service de cashback, à l'inscription au service de reward. Donc, on est déjà dans une logique où, à l'intérieur de l'affiliation, tout n'est pas impacté de la même manière. Et à partir du moment où le consentement n'est pas lié et
au dépôt de cookies sur le site affilié et au dépôt de cookies sur le site annonceur, mais que sur le site annonceur, on voit qu'il y a moins de conséquences. Et pour revenir sur le point que Thibaut évoquait tout à l'heure, c'est on est clairement dans une étape de conversion, et donc ce qui veut dire que dans les taux de consentement, l'affiliation est beaucoup moins impactée parce qu'on n'est pas dans une demande de consentement pour faire de la collecte de données comme sur un site média. On est vraiment sur du consentement directement sur un site e-commerce ou un site de service, et donc les taux de consentement sont beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur iOS, les connexions entre iOS et le monde externe de l'application mobile. L'affiliation est un tout petit peu concernée pour les applications, qui mettent de la publicité et qui veulent adapter ces publicités par rapport aux transactions qui sont effectuées à l'extérieur. Mais c'est vraiment très très minime. Donc là, on a mis une étoile parce que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de changements. Restriction cookie tiers, Paul expliquera la solution. Mais aujourd'hui, de base, la restriction cookie tiers était un vrai changement concernant l'affiliation, parce que la plupart des plateformes jusqu'à peu utilisaient les cookies tiers pour faire de la mesure. Vous verrez avec Paul qu'en réalité, c'est des choses auxquelles on peut répondre. Adblocker, l'impact, il va être surtout sur les affichages, les affichages de bannières, en sachant que, comme je disais juste avant, l'affiliation est quand même dépendant très très faiblement des affichages de bannières. Les adblockers vont les toucher assez faiblement. Là où il peut y avoir des impacts, c'est sur les affichages de pixels de conversion, de scripts de conversion. Et en réalité, toute bonne plateforme, et aujourd'hui, je pense que c'est le cas de tous les acteurs du marché français, sont whitelistés de base sur cette partie-là par les adblockers. C'est vraiment certains adblockers extrêmes qui vont rentrer dans cette logique de tout bloquer, mais là on parle de faible pourcentage d'utilisateurs. Et le changement sur l'emailing, il y a deux changements qui arrivent. Le premier, c'est l'affichage des pixels de suivi d'ouverture des mails, ce qui veut dire que les activités d'emailing et les mailers auront beaucoup moins de possibilités d'optimiser, de cibler et d'avoir de meilleurs résultats. Donc l'emailing, déjà, c'est un premier impact. Et le deuxième impact, c'est surtout Apple et Google qui est en train de suivre le mouvement, qui ont annoncé qu'ils allaient mettre en place des systèmes d'email temporaires de façon à ce que quand vous inscrivez à un service qui est juste un service auquel vous attendez une réponse tout de suite, mais pas sur la durée, le mail qui sera fourni sera un mail temporaire, jetable. Et donc, l'activité d'emailing va devenir plus complexe, parce qu'à partir du moment où on remplit ces bases de mails temporaires, les taux d'ouverture seront très faibles et les taux d'action seront très faibles. Donc, l'emailing est le levier dans tous les changements à venir à l'intérieur de l'affiliation qui va être le plus impacté. Christophe, j'ai une question là qui est assez précise par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je me permets de te la poser maintenant. Ouais. De Damien qui nous demande, est-ce que la demande d'acceptation des cookies sur un flux venant d'un site de cashback peut-il être supprimée pour garantir le tracking ? Alors attends, je vais reprendre la question. Ouais. la demande d'acceptation des cookies sur un flux venant d'un site de cashback peut-il être supprimé pour garantir le tracking ? Alors, ce que je comprends, c'est en gros le consentement demandé sur le site de l'annonceur quand le trafic provient de services de cashback. Est-ce qu'il peut être supprimé pour garantir le tracking ? C'est ce que je comprends. Moi aussi, oui. Donc, justement, c'est les discussions qu'il y a en ce moment avec la CNIL, où la CNIL a commencé à communiquer sur le fait que le cashback, à partir du moment où le consentement avait été obtenu en amont à l'inscription au service de cashback, au service de reward et tous les services qui sont liés à une demande express de l'utilisateur, si on prend les textes de la ligne directrice, le consentement, une fois qu'il est obtenu, il n'y a pas besoin de le réobtenir derrière. Okay. Donc ça fait partie des échanges qui sont en cours ces dernières semaines avec la CNIL, et la CNIL a positionné le cashback et le reward comme étant déjà des choses qui n'étaient pas totalement concernées par le consentement à obtenir côté annonceur. Ok, super. Du coup, donc ces changements, quels impacts ils vont avoir pour les annonceurs ? Alors, c'est à mon tour de compléter effectivement les éléments apportés par Christophe. Il en a parlé dans l'introduction du fait de recontextualiser ce qu'était l'affiliation. Je pense qu'il est important de préciser que c'est un levier qui est plutôt préservé par ces évolutions.
quand le marché de l'achat display classique va avoir besoin du tracking cross-site, de la mesure post-view et donc de cookies tiers pour fonctionner correctement, en affiliation, on aura simplement besoin de suivre l'internaute sur le site de l'annonceur une fois qu'il a cliqué sur la publicité. Et tout cela, en fait, sera encore possible via le dépôt du cookie first party. Donc ça, c'est un point important. Le réel impact, il se situe plutôt dans la manière dont on va suivre la mesure. L'affiliation a connu ces dernières années, comme tous les autres leviers, une évolution constante des modes de tracking liés aux restrictions qui ont été imposées par les différents navigateurs. Donc en 2017, on a eu Apple avec ITP, Firefox qui a suivi en 2018, Microsoft et la Google qui prévoit, après un petit répit, de bloquer les cookies tiers d'ici fin 2023. Donc ces nouvelles contraintes, elles ont permis de faire évoluer le levier, voire même d'aller plus loin pour créer de meilleures expériences publicitaires, tout en ajoutant de la précision, de la pertinence dans la manière en fait dont on mesure la performance des annonceurs. Mais pour en fait amener ce cercle vertueux, les annonceurs doivent comprendre, intégrer ces restrictions auprès de leur DSI pour mettre en place correctement les alternatives qui sont les plus adaptées à leur business et qui vont permettre de conserver une mesure efficace de la performance, l'atteinte de leur ROI évidemment en ligne avec leurs objectifs. Donc ça, c'est cette notion en fait de l'évolution des modes de tracking est vraiment clé dans la manière dont les annonceurs vont pouvoir continuer à monitorer leur programme d'affiliation. L'autre impact à ce changement, c'est la recherche d'une meilleure expérience utilisateur, et c'est plutôt là une bonne nouvelle pour le levier. Donc, on va pouvoir mettre en exergue la notion de contexte versus données, ce qui a été aussi pointé du doigt par Alban côté display. C'est que la publicité contextuelle est une stratégie marketing qui a fait ses preuves. Et la législation sur la confidentialité, les évolutions des navigateurs diminue l'utilité des données fournies par les cookies. Et donc, ça rend le contexte tout aussi important, sinon plus, en affiliation comme sur d'autres leviers. Et par exemple, une marque qui collabore avec des éditeurs de cashback connaît clairement le contexte d'affichage de ses publicités. Donc, la marque n'a pas nécessairement besoin de cibler les personnes spécifiques au sein de ses visiteurs, tant que ces publicités sont contextuellement pertinentes et cohérentes. Et cela, en fait, permet ainsi à la marque de créer une expérience publicitaire qui n'est pas intrusive et qui, au contraire, améliore l'expérience client. Et donc ça, c'est un vrai plus pour l'ensemble l'ensemble des annonceurs et la pertinence de l'affiliation dans le parcours d'achat. Une notion qui est également importante en termes d'impact, c'est le renforcement du rôle des éditeurs. En fait, on a dans un contexte sans exploitation de cookies tiers, la data first party dont disposent les éditeurs sur leurs différentes audiences va devenir de plus en plus précieuse et les place en fait aux commandes des futures solutions de ciblage et de personnalisation des expériences publicitaires. Donc, ça redonne aussi du poids aux éditeurs. Et donc, on peut le constater, on a des entreprises ad-tech qui mettent au point des nouveaux outils qui, si évidemment les éditeurs y consentent, vont vraiment permettre aux marques d'accéder plus facilement aux informations sur les consommateurs en agrégeant et en distribuant des data first party. Et on le constate chez Rakuten Advertising et sur l'ensemble des plateformes, les feedbacks qu'on peut avoir, c'est que notre réseau d'éditeurs, il est assez ouvert à la collaboration et au partage des données, tant qu'évidemment, il y a un avantage mutuel. Et donc, il s'agit maintenant pour les marques de donner en quelque sorte la priorité à la mise en place des relations plus solides et plus collaboratives avec les éditeurs.
pour mieux tirer parti des objectifs qu'elles se sont fixés durant toutes les étapes du parcours client et optimiser ces objectifs au fur et à mesure. Et alors, quelle solution on peut apporter du coup aux annonceurs qui nous suivent? Alors, les différentes solutions, déjà, elles existent déjà, puisque, comme on l'a précisé, les différentes évolutions des modes de tracking ou les nouvelles contraintes fixées par les navigateurs avant Chrome ont déjà fait bouger le secteur. Mais ce qui est important, le levier, ce qui est important de préciser, c'est que sans la capacité de suivre et de comprendre entièrement les mécaniques d'un programme d'affiliation dans un environnement de plus en plus complexe, les annonceurs sont plus enclins à dépenser de manière inefficace et du coup à mal orienter leur stratégie marketing et donc de rendre finalement, générer un aspect assez déceptif par rapport à l'affiliation comme à tout autre levier. Donc, c'est vraiment la mission des plateformes d'affiliation de les sensibiliser sur ces sujets précis et comme je le disais, d'ores et déjà, des solutions existent. Donc, ça passe déjà par l'exploitation des cookies first party des annonceurs, et ça, c'est crucial, ou la mise en place de ce qu'on appelle une approche serveur to server, qui propose en fait une méthode de tracking côté serveur qui va pas être affectée par les restrictions des différents navigateurs. Ensuite, on a d'autres approches qui émergent depuis quelque temps et c'est clairement de nouvelles opportunités pour le levier affiliation. C'est le suivi par code avantage. Donc, c'est chez certaines typologies d'éditeurs, ça peut être aussi bien des influenceurs, des sites de code promo. C'est la possibilité en fait de suivre le résultat des ventes grâce à des codes qui sont dédiés, affectés à des éditeurs, s'affranchissant donc totalement des méthodes de tracking traditionnelles. Ou alors, on va avoir ce qu'on appelle le suivi par transaction bancaire, que ce soit des sites de reward, des sites communautaires, comme c'était mentionné tout à l'heure, qui permettent d'identifier, grâce à de la donnée transactée, quel site va être à l'origine de la vente au sein du programme. Et donc ça, en fait, ça permet aussi de renouveler la typologie et le mix d'éditeurs qui vont composer des programmes, et donc finalement de créer et de nouvelles opportunités et de donner, enfin de doper aussi la pertinence de la solution affiliation dans le mix marketing. Ok, du coup, si on regarde un peu les bénéfices. Alors, au niveau des bénéfices, le tout premier pour compléter ce que disait Paul, c'est qu'on peut le voir qu'il y a des solutions qui ont été évoquées, donc le passage au first party, le passage au server side, les méthodes qui sont utilisées déjà depuis plusieurs années, qu'à la base c'était pour l'influence avec le code de réduction et puis et d'autres aspects, la transaction bancaire plus dernièrement depuis l'ouverture des données bancaires. Tout ça en fait, et on pourrait parler du fingerprinting qui existe déjà depuis des années et pas mal d'autres axes qui sont mieux renforcer le tracking depuis de nombreuses années. Enfin en tout cas, je vois juste chez nous, chez Affinity, tous les 2 ans en général le tracking évoluait en prenant en compte comment essayer de solutionner des nouveaux trous dans la raquette qui arrivaient par rapport à des nouveaux usages, par rapport à des nouvelles contraintes. Et en fait, ce petit coup d'accélérateur qui est donné avec la fin des cookies tiers, avec des nouveaux comportements, fait que ça fait évoluer tout le monde dans le même sens et fait que ça soit du côté annonceur ou que ça soit du côté affilié, permet d'avoir une meilleure visibilité sur les résultats. Parce que jusqu'à présent, c'était, on se disait, OK, les gens qui refusent les cookies, ça représente tel pourcent, donc c'est anecdotique. L'adblocker représente ça, donc c'est un peu anecdotique. Donc on avait beau essayer de mettre un peu on va dire des rustines sur certains axes, il n'y avait rien qui permettait de tout couvrir. Là maintenant, avec ce point-là, ça permet vraiment de renforcer totalement les solutions de tracking à tous les niveaux, de façon à ce que et les éditeurs et les annonceurs aient une meilleure visibilité et de façon à pouvoir s'adapter. Et comme le disait Paul juste avant, c'est pas juste une solution qui vient remplacer une autre, c'est que c'est
plusieurs solutions qui vont permettre de se compléter et qui vont permettre de travailler avec l'ensemble des typologies d'affiliés. Chacune des typologies d'affiliés va avoir sa petite contrainte liée au mouvement actuel. Donc ça, c'est déjà un premier bénéfice, c'est de faire que on fait encore évoluer la façon de travailler et on permet d'avoir plus de données cohérentes. Le deuxième bénéfice, c'est par rapport à ce que Paul appelle l'expérience utilisateur, il y a des nouveaux services, il y a des nouveaux sites, des nouveaux affiliés qui se sont créés. Alors, c'est pas lié uniquement aux contraintes techniques et légales, mais c'est aussi lié à des changements de comportement des utilisateurs. Ce que j'appelais les impacts positifs tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui se sont créés autour de si j'achète chez un marchand qui est référencé chez ce service, il va y avoir des arbres qui vont être plantés, il va y avoir des dons qui vont être versés à des associations, il va y avoir vraiment tout un ensemble d'impacts positifs qui vont être générés. Et ça, on peut voir depuis 2 ans qu'il y a aujourd'hui, il doit y avoir à peu près une 50aine d'acteurs qui se sont créés, qui à chaque fois sont des communautés entre 50 000, 100 000, 150 000 personnes, sauf que au cumul, ça fait quand même du monde. Et ça permet vraiment de redynamiser dans un sens positif le levier, l'acquisition et le levier affiliation, de redonner encore une nouvelle typologie qui arrive sur le marché. Et je pense que dans les mois qui viennent, on va encore voir d'autres typologies qui vont se créer. En général, en affiliation, tous les 1 an et demi, il y a au moins une nouvelle typologie qui arrive. Aujourd'hui, on doit être à un peu plus d'une quinzaine de typologies qui permettent d'organiser l'ensemble des affiliés. Et ouais, tous les 1 an et demi, il y a une nouvelle typologie qui se crée. Donc, il y a quand même beaucoup de choses positives qui vont aussi émerger de ces contraintes. Et le troisième point qui est beaucoup plus concret, c'est que jusqu'à présent, les sites médias, la PQR, étaient très peu présentes en affiliation. C'était des sites qui vivaient beaucoup du display en particulier. Et à partir du moment où le display a été impacté, que la collecte de données est devenue plus compliquée, ils se sont ouverts à l'affiliation. Et ils ont bien fait parce qu'aujourd'hui, ça devient des vraies lignes de revenus chez eux. Et donc, le modèle de monétisation des sites médias et de la PQR en règle générale et des grands portails inclut maintenant l'affiliation, donc ce qu'on appelle le content commerce. Mais c'est vraiment devenu un vrai pilier au sein de l'affiliation. C'est un axe de croissance important ces 2 dernières années. Et ça a été ouvert, entre autres, par le fait que la collecte de data devenait compliquée chez eux. Et donc, derrière, qu'ils devaient se repenser et tester des nouvelles choses. Et tester ces nouvelles choses, aujourd'hui, a plutôt été un acte très positif chez eux. Ok. Du coup, peut-être, dernier point, ce qu'il faut retenir. Alors, ce qu'il faut retenir, le premier point, c'est, comme je disais juste avant, c'est qu'il faut utiliser les différentes solutions qui sont à disposition pour se compléter, pour bien couvrir l'ensemble des typologies d'affiliés, entre le first party cookie qui est une méthode, entre le server side qui est une autre méthode, et après de trouver les autres méthodes selon les typologies d'affiliés que vous activez, selon vos objectifs. Il existe plusieurs solutions à mettre en œuvre pour permettre de couvrir l'ensemble des typologies. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Voilà, on a vu effectivement les quatre leviers importants aujourd'hui des investissements médias. Ce qu'on a mis en conclusion, du coup, c'est un tableau. Donc, dans le replay, vous pourrez y accéder. On pourra aussi vous l'envoyer si besoin. Sur ce tableau, en fait, on a les 4 piliers que l'on a vus ensemble, le search, le social, le display, l'affiliation, avec du coup un récap en fait de tous les éléments qu'on a évoqués ce matin, qui devrait, en tout cas, j'espère, vous permettre de bien préparer l'année 2022. Comme on l'a vu, donc effectivement beaucoup de changements, chose que le marché de la pub digitale n'avait jamais connue. Mais ça reste, le digital, quand même, un canal hyper intéressant. Il y a plus de data activable, où il y a un super tracking pour la performance, où on peut voir par rapport aux autres médias et notamment la TV qu'il y a énormément de choses à faire. C'est un canal en tout cas sur lequel il va falloir investir en 2022, chose que vous faites déjà, mais sur lequel vous allez pouvoir aussi vous renforcer.
tout en comprenant bien effectivement les opportunités qui sont liées à chaque approche. On l'a vu, ça a quand même des impacts qui sont différents en fonction des leviers, donc il faut essayer de tirer parti en fait de chaque chose qu'on a pu évoquer. Et évidemment, ce qui est important, et c'est ce que je vous disais aussi en introduction, le CPA, donc sur lequel, qui organise ce webinaire aujourd'hui, est à disposition. Vous avez vu, on a différents experts, différentes industries, différentes solutions à tech qui sont là du coup pour vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter, n'hésitez pas à passer sur le site du CPA, à venir nous ajouter en contact sur LinkedIn. On sera ravis de pouvoir vous aider. Moi, ce que j'ai envie de retenir par rapport à tout ce que j'ai entendu là, c'est beaucoup l'ont dit, et encore là, Christophe l'a redit aussi, c'est tester des choses, innover, faites confiance vraiment aussi aux acteurs français, européens. Il y a beaucoup de choses aussi sur la responsabilité. On l'a vu, la crise sanitaire a évoqué des nouvelles choses, des nouvelles aspirations de la part des consommateurs qui souhaitent plus de responsabilité. Les marques l'ont bien compris en mettant en avant notamment des produits nouveaux qui sont très respectueux de l'environnement, social, etc. Mais faites-le aussi d'un point de vue marketing, c'est important. Voilà, on espère en tout cas que cette année 2022, qui va être pleine de défis, sera aussi pleine d'opportunités. Donc voilà, ayez confiance, lancez-vous, et j'espère en tout cas qu'on pourra vous aider au maximum. Ce que je vous propose, c'est que du coup, tout le monde revienne un petit peu sur la scène. J'ai vu, il y a quelques questions qui sont intéressantes, notamment, je vais juste retirer le média, comme ça on nous verra un peu mieux. Alors, il y avait une question notamment pour Paul, là, justement, de la part de Jules, qui nous dit: est-ce que tu peux repréciser ce point de transaction bancaire? Parce que tu as évoqué effectivement le fait qu'on puisse regarder les transactions bancaires par rapport à l'affiliation. Est-ce que tu peux repréciser par rapport à ça? C'est plus lié à des typologies d'éditeurs. On peut donc parler de sites communautaires, des sites de rewards. Joko, par exemple, va vous permettre, en fait, à partir du moment où vous finalisez votre transaction, d'identifier directement que finalement l'éditeur qui est lié est X ou Y éditeur, et donc finalement de ne pas avoir besoin d'un mode de tracking historique comme ça pouvait être le cas, que c'est encore le cas sur Chrome, mais en tout cas, voilà, ça fait en fait évoluer les différents sources et la mesure, la capacité de remonter la source de la transaction. Ok. Il y avait aussi une première question que je n'avais pas posée de David, peut-être plus pour Stéphane sur la partie search. David nous demande: est-ce qu'il existe une étude pour la France sur la part des conversions search Google Ads qui sont en fait dans un parcours multipoint de contact, le nombre de points de contact avant conversion search? Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais... T'as lu la question? J'ai lu la question, voilà. Non, ça me paraît, enfin, en gros, de ce que je comprends de la question, c'est essayer de voir dans les chemins de conversion, donc avec le search en fin de conversion, enfin en étant le dernier touchpoint. Est-ce qu'il y a une étude qui donne un petit peu le marketing mix avant? Je dirais c'est très très dépendant en fait du marketing mix et puis de la notoriété de la marque. Donc je pense pas que une étude globale puisse avoir énormément de sens. Parce que évidemment, enfin moi je connais des annonceurs qui sont quasi exclusifs search avec des très très gros comptes, et des annonceurs qui ont un marketing mix gigantesque et qui investissent peut-être plus dans le social que dans le search. Donc je dirais que c'est un effet important. Bon, ce qu'on voit, voilà, en ayant vu en attribution pas mal de clients qui ont des marketing mix différents. On va dire que c'est, ce qu'on voit énormément, c'est des interactions entre le SEO et le search payant. Alors, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais ça, c'est quand même... il y avait aussi une question là d'Olivier sur est-ce que Google est le grand gagnant. De fait, quand il y a du search payant impliqué, bien souvent, le SEO n'est pas très loin, et comme le SEO est quand même un des énormes leviers, c'est en général une majorité des conversions en attribution en tout cas, on le voit extrêmement présent.
Donc pour répondre à la question, non, je pense pas qu'il y ait d'études. S'il y a des études, je pense pas qu'elles soient hyper fiables parce que chaque cas est un cas particulier. Et voilà. Ok, super. Merci, merci Stéphane. Du coup, si d'autres ont des questions, hein, n'hésitez pas à les poser tout de suite, soit par le chat ou l'onglet questions. C'est fait pour ça. Dans tous les cas, hein, comme je le disais, on reste disponible. N'hésitez surtout pas à venir entrer en contact avec nous. Non, je voulais juste de vous aider. prendre. Oui, Stéphane, Ouais, vas-y. excuse-moi, Alexandre, prendre la question d'Olivier. Là, je Oui. sais pas s'il est encore là sur Google Grand Gagnant. Enfin, je veux dire, il y a qu'à voir la hausse des résultats de Google. Enfin, je regardais ça hier Financier. pour un article. Oui, non, mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'entre le Q2 2020, bon, on va dire que le Q2 2020 avait quand même connu un petit creux, et le Q2 2021, c'est plus 60% de hausse des bénéfices. C'est-à-dire, ils ont fait plus 30 milliards net de bénéfices sur un quarter. Je pense que ce qui limite la hausse des CPC aujourd'hui, c'est justement l'autobidding et le fait qu'ils arrivent en mettant l'autobidding à répartir en fait les enchères sur un inventaire beaucoup plus large que le search natif, qui me paraît complètement saturé aujourd'hui. Globalement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'autobidding. C'est en fait, ça leur permet de diffuser les pubs sur un inventaire beaucoup plus large, puisque en fait on confie à Google les choix de diffusion, et ils font, enfin en gros ils diffusent un peu où ils veulent. Voilà, mais je pense que de manière naturelle, plus il y a d'entrants, c'est un peu le fonctionnement des systèmes d'enchères. Plus il y a d'entrants, plus il y a de concurrence, et donc plus les enchères sont importantes. Voilà, donc il faut s'attendre à une hausse des CPC à prévoir, et du coup la diversification de son marketing mix me paraît quand même une nécessité absolue, quoi. Ok. Du coup, alors ça y est, on a plein de questions qui arrivent. Damien qui nous demande comment se tenir informé au mieux des évolutions découlant des discussions avec la CNIL. Est-ce que vous avez des sources d'informations, des blogs, des sites, etc. peut-être à recommander? Alors là-dessus, je vais prendre la parole, Vas-y. parce que du coup, au sein du CPA, je suis le dossier. Il y aura des communications qui vont être établies. En fait, il y a pas mal d'échanges avec eux en ce moment. Donc, suite à ça, quand on aura bouclé la première vague des discussions qui sont en cours, on communiquera dessus. C'est tout l'objectif. Mais comme il y a eu cette phase d'été qui n'a pas forcément simplifié les retours de leur part, du coup, on est en train de continuer les échanges avec eux. Donc, il y aura une communication qui sera faite. Il y aura sûrement, je pense, par le biais du pôle juridique du CPA, parce qu'il existe également un pôle juridique avec différents cabinets d'avocats au sein du CPA. Il y aura sûrement un atelier, une conférence qui sera organisée comme on a pu le faire l'année dernière. Super, donc du coup l'idée c'est de suivre un peu les actualités du CPA. Ouais, c'est de suivre l'actualité. Le meilleur moyen, c'est justement de rejoindre le CPA. Ouais. Là, il y a de la news tous les jours. Du coup, il y a aussi Amandine, alors je crois que c'était plus sur la partie affiliation, qui nous disait, est-ce que vous pourriez apporter une dernière précision sur la mise en place du tracking server-side? Alors là, du coup, je pense que Michael peut répondre. Alors, Michael, on t'entend pas trop. Je sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais moi, je n'entends pas non plus. Tu m'entends pas? Non. Il faut que tu cries sinon. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Non, non. Okay. Bon, je vais commencer la réponse, parce que du coup, on a fait des conférences ensemble avec Commander Zach justement sur la mise en place du server-side. Donc, il existe plusieurs solutions et plusieurs on va dire, partenaires qui peuvent vous accompagner et rendre leur technologie compatible server-side. Quand on parlait d'installation full ou hybride, il existe deux modes d'implémentation. La première, c'est que ça consiste à mettre un seul script sur votre site qui lui-même va faire appel
à un serveur qui, lui, va faire appel par les serveurs aux différents partenaires. Donc, en gros, il n'y a qu'un seul partenaire qui est intégré, qui est la technologie server-side qui est intégrée sur votre site web. Et ensuite, en mode serveur-to-serveur, Facebook, la plateforme d'affiliation, les acteurs de display qui ont besoin d'être alimentés vont être appelés, mais c'est directement par le biais des serveurs, et ce qui évite de dépendre des cookies et de faire de la collecte et de l'envoi de données, on va dire, moins contrôlées. Et la méthode full, c'est vraiment du côté de votre site web et de vos serveurs en tant qu'annonceur. Vous allez appeler directement les serveurs des partenaires. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les technologies AdTech sont devenues compatibles, ou en tout cas sont en train de devenir compatibles server-side. Ceux qui ont été beaucoup accélérés sur le sujet, c'était Facebook depuis 1 an et demi. Google a également suivi le mouvement. Les plateformes d'affil se sont toutes mises quasiment toutes à ce système. Et donc, on va dire votre partenaire de gestionnaire de tags qui existait au préalable, si je prends le cas de Commanders Act, s'est rendu compatible, a fait évoluer ses systèmes pour se mettre en mode server-side. Donc, au lieu d'intégrer des tags partenaires sur votre site web, c'est les serveurs qui vont appeler les serveurs partenaires. Donc, c'est un moyen de protéger les données, de protéger le flux de données. Et au passage, il y a beaucoup de bénéfices. Mais c'est pour ça que je vous invite à suivre les conférences dédiées sur le sujet. Mais il y a vraiment beaucoup d'avantages et bénéfices à passer en server-side. Et c'est pas juste une contrainte technique, c'est qu'il y a aussi beaucoup de traitements de données qui peuvent être faits et enrichir les données qui peuvent être faits en plus de ce que vous faites aujourd'hui. Non, toujours pas, Mickaël. Désolé. Bon, de toute Et façon, pour je pense que compléter Christophe. ce que disait Christophe, c'est Vas-y, Paul. important que les annonceurs ne voient pas ça comme une contrainte, mais véritablement comme une opportunité d'améliorer la rentabilité, la profitabilité d'un programme d'affiliation. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'ensemble des plateformes du marché souhaitent vivement accompagner leurs clients sur ce switch, parce que on obtient vraiment des résultats qui sont super intéressants, et donc c'est très très positif pour l'annonceur. Ok, parfait, merci. Je ne sais pas si on a d'autres questions, hein, n'hésitez pas, mais on est dans les délais. On avait visé 1h30 et on a 1h35, donc on est très très bien. Dans tous les cas, hein, comme je vous le disais, n'hésitez pas après à interpeller les différents experts qui sont intervenus. Pas forcément d'autres questions pour le moment. Écoutez, moi je voulais vous remercier à tous. C'était hyper intéressant. Je pense que voilà, on a apporté en tout cas beaucoup d'éléments de réponse pour les annonceurs pour préparer leur plan média 2022. Ils sont en plein dedans. Il y a peut-être une dernière question. On va regarder. Non, c'est peut-être juste. Non, c'est juste des merci. C'est juste des merci. Merci. En tout cas, merci. Merci au CPA d'avoir organisé la session. CPA, oui. Merci Noëlla, qu'on a vu passer juste sur le chat, mais qui est derrière tout ça. Voilà. Donc merci au CPA d'avoir réussi à nous réunir et de permettre tous ces livrables. Merci à tous. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.